à cette dernière conférence de notre édition spéciale sur les travaux étudiants de cette année, donc 2025-2026. On a le plaisir aujourd'hui d'avoir Karine Tremblay avec nous, qui est candidate au doctorat en études familiales à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Euh, Pendant que j'admets les différentes façons de nous rejoindre ou de suivre un peu nos activités, nos projets de recherche, donc à la fois site web, courriel, on est aussi sur Facebook, Instagram, LinkedIn et la chaîne YouTube également. Donc ça, c'est les différentes façons que vous pouvez rester à l'affût de ce qu'on fait. Puis pour celles et ceux qui ne nous connaissent peut-être pas, on est donc une équipe de recherche qui se focalise là, sur le placement et l'adoption en protection de la jeunesse. On est actuellement 16 chercheuses et chercheurs de différentes universités à travers le Québec. On est une équipe en partenariat aussi, donc on a des co-chercheurs, des milieux de pratique et des partenaires, dans le fond, dans les milieux institutionnels, associatifs, communautaires et également avec le ministère là, de la Santé et des Services sociaux. Puis comme équipe de recherche, donc évidemment, notre mission principale, c'est de produire des connaissances, mais on cherche aussi à diffuser les connaissances qui sont développées dans un but, là, évidemment, d'amélioration des pratiques et des politiques pour assurer le bien-être et le développement des enfants placés ou adoptés, mais aussi de leurs familles et des intervenants par la bande. Donc, on a aujourd'hui avec nous Karine. Karine qui est, comme je le disais au départ, là, est doctorante au doctorat en études familiales à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Karine est également mère adoptive de 2 enfants, donc au niveau de la banque mixte. Et autant ses travaux donc à la maîtrise et actuellement au doctorat, donc c'est ses travaux préliminaires de thèse qu'elle nous présente aujourd'hui. Mais c'est des travaux qui portent sur l'expérience des parents qui vont accueillir ou adopter un enfant en banque mixte et dont l'enfant donc présente des difficultés comportementales et relationnelles complexes qui incluent des comportements d'agression. Donc, elle s'intéresse à l'expérience des parents adoptifs là, dans ce contexte-là. Et donc, sans plus tarder, je vais te laisser la parole, Karine, pour que tu puisses nous présenter donc les résultats préliminaires de ta thèse. Parfait. Eh bien, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui une partie des résultats de ma thèse. J'ai intitulé ma présentation, c'est être parent, mais c'est être parent plus, dans l'intensité, dans les défis, 3 petits points. C'est un extrait d'un entretien que je trouvais assez parlant. Parce que être parent d'un enfant qui agresse, ça se résume pas à n'être qu'un parent. Leur rôle engendre des défis plus grands au quotidien, à la maison, à l'école, dans la vie sociale. Ces enfants ont besoin de plus de suivi, plus de présence, plus de services, plus de temps. C'est une expérience pleine d'intensité et ça demande plus qu'une parentalité d'un enfant qui n'aurait pas, comme disent des participants, un handicap invisible. Cette recherche s'inscrit dans la suite de mon mémoire de maîtrise, comme l'a dit Geneviève, où j'ai développé le concept du trauma de filiation après avoir pris connaissance de 2 constats qui m'ont donné envie d'aller plus loin. La totalité des parents de mon étude de maîtrise ont parlé de comportements agressifs de la part de l'enfant, qu'ils soient physiques ou psychologiques. Et 7 participants sur 10 ont vécu le placement de leur enfant à l'époque des entretiens. Donc, moi, j'ai eu envie de comprendre en profondeur quels sont les impacts des comportements agressifs sur l'expérience d'être parent, des impacts qui peuvent devenir assez importants pour envisager de placer l'enfant. C'est ça, je voulais vérifier si tu voyais pour les introductions. Excusez-moi. Il m'importe de faire en premier lieu une petite mise en garde, un trauma-avertissement. D'abord, tous les enfants adoptés ne présentent pas des comportements comme ceux dont on va parler aujourd'hui, mais ces situations existent et il importe d'en parler. Je vais aujourd'hui vous partager l'expérience difficile des parents. C'est fort possible que vous ayez l'impression que l'expérience que je vous présente n'est que négative. Mais rappelez-vous que j'ai vraiment mis l'accent sur cette partie difficile de leur expérience et cette partie est assez importante dans leur vie. Malgré des moments agréables, l'impact que prend cette expérience d'agression est assez omniprésent. Je veux prendre le temps de remercier les parents qui ont accepté généreusement de me partager leur expérience souffrante en toute humilité et en toute vulnérabilité. Et je vous invite à les accueillir avec compassion et ouverture.
Donc, mon objectif général, c'est de mieux comprendre l'expérience des parents qui ont accueilli ou adopté par la banque mixte un enfant qui manifeste régulièrement des comportements agressifs à leur égard. Je l'ai fait en m'intéressant à leur manière d'être et de se sentir parents d'un enfant qui l'agresse, à leur perception de leur relation avec cet enfant et à leur réflexion et action quant aux décisions de le placer à la suite de son adoption. J'ai utilisé une méthodologie qualitative générique et j'ai fait 30 entretiens semi-dirigés qui ont duré de 1 heure et demie à 2 heures et demie à peu près, dont un de 4 heures et demie aussi, et qui ont eu lieu en virtuel et un seul en présentiel entre les mois de mars et mai 2024. Je ne vais pas m'attarder aujourd'hui sur mon cadre conceptuel, mais plutôt aux résultats. Je vais quand même partager que je me suis intéressée à ce que les parents expérimentaient au niveau de leur sentiment de filiation, c'est de ça qu'on va parler plus aujourd'hui, mais aussi de l'engagement parental et de leur désir de permanence relationnelle avec l'enfant qui les agresse. J'ai rencontré 13 participants, donc 5 hommes et 8 femmes. 9 sont en couple hétérosexuel et de ces 9-là, il y avait 4 couples qui étaient présents et un papa d'un couple homosexuel. J'ai eu 2 mères qui étaient solo-parentales, donc une qui était vraiment seule, l'autre qui est séparée avec un père absent et une troisième qui, elle, est séparée mais avec un nouveau conjoint. La moyenne d'âge est d'environ 49 ans. On parle de 10 enfants aujourd'hui. Il y a une fratrie dans ces 10 enfants-là. Il y a 6 enfants qui ont été adoptés par la banque mixte, une adoption régulière, 3 enfants banque mixte qui ne sont pas adoptés. Donc, la première n'aura jamais été jusqu'à sa majorité. La deuxième l'adoption était imminente. Et la troisième s'était fait dire par la DPJ que ce serait un placement à majorité. Donc, la moyenne d'âge des enfants à l'arrivée est environ 20,5 mois. Donc, vous voyez que la majorité, donc 7 enfants, étaient là avant 24 mois. À l'entretien, les 5 plus vieux avaient une moyenne de 17 ans et les 5 plus jeunes une moyenne de 7 ans. Et au placement, la moyenne d'âge est de 14,6 ans. Il y en a 3 des jeunes qui ont été placés. Mais de quoi on parle quand on parle de comportement agressif? On parle d'agression psychologique, que ce soit par texto, des cris, des hurlements, des insultes, du dénigrement, des sacs, des mensonges, des fausses allégations, des reproches constants, de l'opposition, du harcèlement, des menaces de mort. Il y a du stock, là, comme vous pouvez voir. Les agressions physiques, frapper, coups de pied, coups de poing, gifler, mordre, griffer, charger comme un taureau, pousser, bousculer le chien. Lancer des objets, que ce soit une table de chevet, une pomme, une lampe, etc. Détruire des objets ou des pièces de la maison, hein? Frapper un luminaire avec un bat de baseball ou passer la trottinette à travers le mur ou écraser un cellulaire avec la trottinette ou mettre le feu à la maison. Il y avait aussi des comportements dangereux sur les réseaux sociaux, comme écrire à des inconnus, envoyer des sextos, ou être dans un réseau de prostitution ou une gang de rue ou faire des fugues. Et il y avait aussi des agressions envers eux-mêmes, comme l'automutilation ou les troubles alimentaires. Il y a certains enfants qui présentent uniquement l'agression psychologique, ce qui nous fait quand même voir que on reconnaît beaucoup mieux maintenant ce genre d'agression aujourd'hui. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve important de noter. Mais nommer comme ça les comportements agressifs, ça donne pas l'idée de leur intensité. Les parents ont exprimé des phrases comme c'était très fréquent, c'était un jour sur 2 au moins, ou c'était un déchaînement d'une violence inouïe, ça atteignait là, des niveaux stratosphériques. La police venait tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une grave violence immense. Au moindre prétexte, dès qu'elle est contrariée, pow! Donc, je vous fais entendre ici une maman qui décrit son quotidien. Bon, c'est comme le premier matin que je pars pour l'école sans avoir l'impression de gérer la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est sûr que c'est bien intense. Puis c'est sûr qu'il y a des moments où je me dis, on ne pourra pas continuer comme ça. À un moment donné, ça va être dangereux, là. Là, j'ai des bleus partout, tu sais. C'est ça. Fait que sa violence passe beaucoup par des coups. Quand les gestes agressifs se produisent régulièrement, voire quotidiennement, les participants racontent être dans un état de stress constant, de malaise latent, sans pouvoir toujours en identifier le motif. Ils partagent être en surcharge émotionnelle. Plusieurs parlent du fait qu'il n'y a plus que ça qui existe, que la situation les obsède, qu'ils sont envahis par leur stress et par le besoin de trouver une solution. Par exemple, ils vont dire, c'est comme si je suis toujours sur un fil de fer tout le temps.
Je ne sais pas ce que je vais faire ou ce que je vais dire qui va déclencher la crise. Ce que je veux, c'est même plus traverser une journée, c'est traverser une heure, c'est traverser une demi-heure. Donc, cette sensation de danger imminent laisse les parents en hypervigilance constante, au point où, par exemple, certains ont même mis un système d'alarme les avertissant des mouvements de l'enfant parce qu'ils menacent d'attenter à leur vie. On va écouter un père. On ne dort plus la nuit. On a peur qu'elle se lève puis qu'elle prenne les couteaux. On cachait tout. Elle a déjà essayé de mettre le feu à la maison. Fait que nous autres, on était dans un stress intense. On avait des détecteurs de fumée partout. Puis on cachait tout ce qu'on pouvait trouver. Les allumettes, les lecteurs. Elle allait à l'école, puis elle s'en procurait via des amis. Comme lui, plusieurs parents racontent surveiller tout ce qui peut devenir une arme, couteaux, ciseaux, outils divers. Comme lui, certains ont vécu des épisodes d'insomnie craignant pour leur vie ou celle de leurs proches à cause de menaces de se faire tuer durant leur sommeil. Un couple s'est rendu compte après le placement de l'enfant qu'il y avait des années qu'il dormait plus d'un sommeil réparateur. Il était tout le temps sur le qui-vive. Un père dont l'enfant de 6 ans fait des menaces de mort durant la nuit tente de faire la part des choses en raison du jeune âge de l'enfant. Mais il dit être en même temps surpris de constater que le fait d'entendre aux nouvelles que des adolescents ont poignardé leurs parents lui fait envisager que cette expérience pourrait lui arriver. Il avoue avoir aggravé ses problèmes de sommeil depuis. Il barre pas encore sa porte, mais il exclut pas de devoir le faire un jour. Certaines mères ont déclaré avoir encaissé des comportements agressifs pour pas perdre leur lien avec l'enfant. D'autres ont eu le sentiment de marcher sur des œufs pour que la vie dans la maison se passe un peu mieux et en même temps, elles se protègent des crises, par exemple, en évitant des interventions punitives qui souvent les déclenchent ou pour éviter l'escalade. Quand le stress devient chronique, les parents rapportent des pensées envahissantes à propos des comportements anticipés de l'enfant, autant ceux qui pourraient être faits envers eux-mêmes que ceux qui peuvent arriver à l'extérieur de la famille. Les parents racontent comment cette anticipation peut en venir à nuire à leur fonctionnement normal et même les paralyser. Ils appréhendent une menace ou des situations difficiles. Par exemple, certains anticipent le retour de l'enfant à la maison après l'école, ce qui les place toujours sur le qui-vive. Ils craignent une crise qui pourrait faire en sorte que le repas soit scrap et le reste de la soirée aussi. Une mère raconte comment cette hypervigilance l'amène à tenter d'être au moins un coup d'avance sur les actions de sa fille. Et ça lui prend beaucoup d'énergie et de temps. Elle me dit agir comme ça pour se protéger et protéger sa fille des conséquences des débordements possibles, mais ça au prix de sa santé mentale. Quand ils constatent toutes les difficultés actuelles de leur enfant, peu importe son âge, il devient difficile pour eux de ne pas les exporter dans l'avenir et le redouter. Ils projettent leurs inquiétudes actuelles sur ce que l'enfant peut devenir en vieillissant, sur comment ses comportements pourraient s'exacerber à l'adolescence ou à l'âge adulte. Par exemple, ils craignent que l'enfant, qui est influençable, rêve d'une vie de délinquance parce qu'il admire les gangs de rue, ou bien qu'il soit une proie facile pour des personnes mal intentionnées. Quelques-uns s'inquiètent de l'impulsivité de leur enfant et de son besoin de vivre des sensations fortes, ou de son penchant pour les comportements à risque comme l'usage de drogue, la prostitution ou le mésusage des réseaux sociaux. D'autres s'inquiètent du fait que les comportements agressifs pourraient leur nuire en vieillissant s'ils ne diminuent pas, par exemple au travail ou en relation de couple, ou même envers eux-mêmes, que ce soit par la dépression ou des idées suicidaires, des mauvais choix d'amis ou de partenaires. Les parents des jeunes bientôt majeurs disent qu'il est important qu'ils apprennent à lâcher prise sur leurs peurs, sur leurs inquiétudes, parce qu'ils réalisent qu'ils n'auront plus de contrôle à 18 ans, à moins que le jeune ne le leur demande. Soit sur les suivis médicaux, ça c'est déjà le cas depuis qu'ils ont 14 ans, mais c'est quand même quelque chose d'important pour eux pour le suivi des médicaments, ou pour la justice ou la scolarisation. Les agressions engendrent chez les parents des réponses au stress, des réactions de survie. Quand je leur demande comment ils se sentent durant les agressions, la totalité des parents, sauf une, a exprimé avoir ressenti en premier la frustration, l'irritation, la colère ou même la rage qui poussent au combat, à la résistance, à la défense, à la protection. Certains dépeignent même un fort besoin de rétablir l'ordre qui peut leur faire perdre le contrôle d'eux-mêmes. Comme le dit un père, ils poignent les nerfs. Ils disent que cela entraîne chez eux un besoin de se défendre en réaction à une agression, tout en se rappelant ensuite qu'il s'agit de leur enfant.
Ils se retrouvent dans une posture complexe où ils doivent se protéger d'un enfant qu'ils protègent, ce qui ne fait pas beaucoup de sens. Ils sont dans une dualité, à la fois ils ne veulent pas se laisser faire mal et en même temps ils ne veulent pas lui faire mal. Donc je vous laisse entendre une mère qui explique ici la complexité. C'est tellement difficile de concevoir d'être attaqué par un enfant dont tu prends soin, qui est ton enfant. Puis quand il n'est pas en crise, il rigole avec toi, il est brillant, à plein de points de vue. On a une belle relation avec ces enfants-là. Mais de dire, je me fais attaquer, tu sais, c'est un mélange de... C'est même pas de la colère, d'agressivité, je me fais attaquer, j'ai envie de me défendre. Puis j'ai beau essayer de me raisonner en me disant, oui, mais c'est un enfant. OK, c'est un enfant, mais il me fait mal. Puis je suis impuissante à arrêter ce comportement-là où je me fais faire mal. Puis je peux pas l'arrêter en lui faisant mal parce que c'est mon enfant dont je suis responsable et que j'aime. Les parents emploient des mots comme insupportable, inacceptable, révoltant, intolérable. Ils disent vivre une forme d'indignation et d'incompréhension face aux agressions et se demandent pourquoi leur enfant agit de cette manière vis-à-vis d'eux. Ils se reconnaissent comme étant des gens pacifiques et font ressortir le contraste entre ce qu'ils vivent avec leur enfant et leur propre expérience familiale où la majorité n'a jamais vécu de telles situations de violence. Ils disent en venir même à intérioriser eux-mêmes l'agressivité et se rendent compte que ça demande un exutoire. Ils détaillent des états de tension extrêmes où ils se sentent hors d'eux-mêmes et où ils vont sortir de leur gonds avec des inconnus. Une mère raconte avoir fait une crise de rage au volant. Ils s'inquiètent pour eux-mêmes car ils ne se reconnaissent plus. Des parents rapportent aussi que de se sentir en danger engendre chez eux la peur et même pour certains la panique sur laquelle ils n'ont pas de prise. Face au stress intense, à la menace, les participants disent déployer différentes stratégies afin de survivre. Ils ont des réflexes de protection qui sont de l'ordre du combat, de la fuite ou du gel, ce qu'on appelle en anglais le fight, flight, freeze. Il est arrivé que des parents, dans le feu de l'action, veuillent se défendre sans pouvoir retenir leurs réflexes de combat et qu'ils ripostent d'une manière automatique. Un père raconte que son fils lui a cassé des côtes avec un pied de lampe et qu'il a réagi par automatisme en lui donnant une claque en retour. Il confie ressentir beaucoup de culpabilité face à sa propre réaction, me disant regretter et se sentir minable, inapte à l'éducation, ou comme il le dit aussi, comme de la merde. Une mère dans une situation similaire a tout de suite téléphoné à son intervenante qui lui a donné des conseils pour lui permettre de se sentir plus en sécurité quand la crise arrive et lui éviter de réagir. Elle s'assoit dans son divan en coin, mou, et se sent mieux protégée. Toutes ces situations révèlent combien les parents ne prennent pas la riposte comme une méthode éducative, mais qu'ils sont dépassés par l'ampleur de la situation. Quand la maison n'est plus un havre de paix et de sécurité, il arrive que le besoin de protection des parents se manifeste par le désir de fuir, de se sauver du danger ou de se dérober à une situation menaçante ou à une désorganisation de l'enfant. Mais c'est difficile si l'enfant est jeune parce qu'il faut continuer à le surveiller. La situation est différente quand c'est un adolescent qui se désorganise parce que le rapport de force est inégal. Quand la terreur se manifeste, il faut parfois se protéger de l'enfant qui agresse. Une mère raconte qu'elle devait se mettre en sécurité dans sa chambre quand son adolescente était en crise et qu'elle était seule avec elle, et ça jusqu'à temps que son enfant se calme. Une autre préférait se rendre dans des lieux publics avec son fils quand son conjoint était absent, ou appeler des amis juste pour ne pas se retrouver seule avec lui à la maison. Soutenir l'attention quand l'agression arrive peut sembler difficile pour certains parents qui rapportent utiliser un mécanisme de dissociation afin de laisser les émotions qui les affectent le plus loin possible d'eux. Quand je leur demande si leur santé physique a été affectée par les comportements agressifs envers eux, la majorité des parents voient peu d'effets. Une seule a parlé de dégradation importante de sa santé parce qu'elle n'avait pas le temps nécessaire à consacrer à sa propre santé. Une autre raconte avoir eu une pneumonie qui lui a pris près de 9 mois à guérir. Elle dit qu'elle était épuisée, que son corps somatisait trop d'émotions qu'elle-même n'était pas capable de gérer. Comme elle ne se permettait pas de repos, elle dit que son corps a choisi une façon de l'obliger à faire et elle a pris un congé de travail en épuisement.
Tous les participants ont parlé d'une forme d'épuisement, qu'il soit physique ou moral, dû à la situation qu'ils vivent dans la famille. Les parents emploient diverses expressions pour parler de leur expérience quotidienne. Ils l'ont dite lourde, énergivore, surtout quand l'enfant s'oppose constamment. Ils ont dit se sentir submergés par leur vie familiale, vivre une grande fatigue. Ils ont parlé que ces situations les grugeaient, minaient leur morale, que ça drainait une grande part de leur énergie. Même recevoir des services peut paraître drainant pour certains en raison du temps nécessaire pour les rencontres et pour la mise en place et le maintien des interventions. Ils ont partagé aussi qu'au fil des années, le fait de devoir toujours recommencer à raconter l'histoire de l'enfant, de la famille, à des interlocuteurs qui changent toujours était épuisant. Expliquer leur compréhension des raisons des comportements de l'enfant pour qu'il ne soit pas jugé, rejeté ou incompris est aussi fatigant, quand par exemple, c'est toujours des nouveaux policiers qui viennent à la maison lors d'une crise. C'est au niveau de la santé mentale que les parents ont le plus exprimé des problématiques apparues. 5 des 13 participants ont parlé d'épisodes de burn-out, de dépression, d'épuisement familial, décrits comme une forme de burn-out, mais pas liée au travail. Ils décrivent des symptômes comme une absence d'énergie, de capacité à prendre des décisions. Par exemple, un père raconte que c'est dur d'expliquer à un patron qu'il prend un congé de maladie, pas parce qu'il est épuisé de son travail, mais parce qu'il est épuisé de sa famille. Certains en ont même vécu plus d'un épisode de burn-out à cause de l'ajout de deuils familiaux. Les parents ont tous exprimé vivre une forme de détresse à un moment ou un autre de leur parcours, une détresse pouvant atteindre un niveau extrême qui aurait nécessité rapidement du soutien extérieur, mais qui était pour certains parfois impossible à trouver. L'un d'entre eux compare la détresse vécue à une douleur chronique insupportable de laquelle il devait sortir à tout prix. Il a atteint un niveau de détresse tellement élevé qu'il décrit même les pensées infanticides et suicidaires qu'il a eues. Des parents sont capables de reconnaître qu'ils avaient initialement, lors de l'évaluation, une bonne confiance en eux-mêmes, qui a ensuite été ébranlée. La situation est venue les remettre en question complètement. Ils partagent avoir perdu confiance dans leurs repères de parents. Ils expriment que leur confiance en général, en la vie, en eux, est érodée, de même que leur estime de soi. Ils parlent d'un vide intérieur. Ces états de tension extrême, leur réaction inattendue les menant dans des zones où ils sont peu fiers, en laissent quelques-uns dans un état de fragilisation qu'ils ne sont pas certains de voir s'améliorer. Ils vivent le deuil d'une personne qui est changée à jamais. Donc, je vous fais entendre une participante. Mais je dirais que cette énergie-là n'est pas revenue à 100% encore aujourd'hui. Je pense, je suis pas sûre qu'on va retrouver l'énergie qu'on avait, la naïveté. Je pense que ça a changé qui qu'on est comme humain, puis qui qu'on est dans notre énergie. En fait, dans tout ce qu'on est, parce qu'il y a quelque chose qui ne reviendra jamais comme c'était avant. Ça, c'est un deuil. Les parents parlent d'un fort sentiment d'impuissance. Rien n'est plus épuisant pour eux que de sentir que tout ce qu'ils font ne donne pas les résultats escomptés, que l'enfant continue à souffrir et à faire souffrir sa famille. Quand la situation perdure aussi longtemps dans le temps, il est difficile pour eux de ne pas se remettre en question et remettre en question leurs interventions, leurs actions, surtout quand ces dernières n'ont pas la capacité de faire cesser les comportements agressifs et qu'ils se sentent impuissants de plus en plus. Ce sentiment d'avoir tout tenté sans succès n'est pas sans nourrir le sentiment d'incompétence du parent. Un père décrit avoir utilisé plus de 100 000 méthodes éducatives qui se sont avérées inefficaces. Il relate que tous ces effets infructueux ont fini par lui faire douter de ses compétences parentales. Ou encore une mère se dit aidée d'une psychoéducatrice et elle a l'impression de faire tout ce qu'il faut, mais les comportements reviennent quand même, ce qui la décourage. Mais elle se fait dire « ça prend du temps ». Comme lui, comme elle, les parents ont de multiples questions et réflexions face à eux-mêmes et ressentent énormément de culpabilité vis-à-vis l'enfant, comme si les efforts qu'ils ont faits n'étaient jamais assez grands. Ils disent qu'ils devraient être meilleurs que ce qu'ils sont. Ils parlent du sentiment de devoir chercher sans arrêt des solutions et se sentir découragés quand ça ne donne pas le succès escompté. Certains parlent d'un grand sentiment de responsabilité. Ils ont des questions comme qu'est-ce que j'ai fait pour que ça se passe comme ça? Comment ça, il y a cette violence-là? Mais elle est où l'erreur? D'autres parlent du sentiment de mal faire. Ils se demandent s'ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont des mauvais parents. Ils pensent qu'il doit bien y avoir quelque chose qu'ils font pas bien.
Ou un sentiment de ne pas être assez solide, comme cette mère qui dit que quand elle se sent plus solide, elle sait mieux tolérer les agressions puis attendre que ça passe. Mais si elle est plus vulnérable, ben elle va réagir plus. Donc, elle me dit, je réagis jamais de la même façon face à une crise. Même s'ils ont l'impression d'avoir été informés des difficultés possibles de l'enfant qui va rendre ce rôle parental plus difficile que d'autres, des parents expriment qu'ils n'étaient pas préparés à cette réalité. Ils n'avaient jamais envisagé pouvoir vivre une telle violence de la part de leur enfant. Il y en a une qui exprime qu'elle est dans une normalité d'adoption, mais pour elle, la normalité d'adoption n'impliquait pas nécessairement cette violence-là tous les jours. Au contraire, plusieurs parents partagent qu'ils se croyaient capables d'affronter les difficultés. Le fait d'avoir été évalué et avoir été considéré assez solide par la DPJ pour affronter les problèmes possibles entretient leur croyance qu'ils devraient être capables d'améliorer la situation seuls. Ils manifestent beaucoup de critiques envers eux-mêmes, mais ont plutôt le sentiment aujourd'hui de ne pas être à la hauteur du rôle qui leur a été confié. Selon Geneviève Pagé, que vous voyez ici, le sentiment de filiation représente comment le parent se perçoit, s'identifie, se définit en tant que parent de son enfant. Quand je leur demande de parler de leur sentiment d'être le parent d'un enfant qui les agresse, ils répliquent différents éléments. D'abord, c'est pas quelque chose qui soit linéaire, qui va naturellement de soi, mais pour plusieurs, il n'existe aucun équivoque. Comme le dit une participante, c'est moi sa mère, il n'y a pas de révocation possible de ça. Il est clair pour eux que la présence de comportements agressifs envers eux-mêmes ne change rien au fait que l'enfant est le leur. Il est question d'amour, de sentiment d'appartenance, de legs, de fierté, de se reconnaître parent. Comme ce père qui dit « Je connais leur odeur, c'est devenu mes enfants ». Une autre exprime combien elle était déjà attachée à sa fille quand les comportements agressifs sont arrivés. Pour elle, rien ne va y changer. Certains ajoutent que cet attachement n'est pas dépendant de la vie commune. En effet, ils expriment que même si la cohabitation est ou était rompue, ils se sentiraient pas moins parents. Une mère raconte aimer ses 4 enfants différemment et ajoute que ses biens vont être séparés en 4. Mais dans le quotidien, les parents expriment combien ils souffrent d'une remise en cause de leur rôle parental. Comme le dit l'un d'eux, être père de cet enfant, c'est dur à porter. Ou une autre parle de combien leur vie ressemble à un parcours du combattant, ponctué de beaux moments, oui, d'amour pour son enfant, mais elle reconnaît que ça a été difficile tous les jours de leur vie depuis que l'enfant en fait partie. Le sentiment de filiation est aussi mis à mal à l'adolescence, particulièrement avec l'augmentation de la force des comportements agressifs. Pour un père, c'est quand sa fille est retournée auprès de ses parents d'origine à 18 ans à sa sortie du centre d'accueil, qu'il a senti qu'il n'avait plus sa place dans sa vie. C'est aussi au travers du fait de se reconnaître dans l'enfant qu'on se sent parent. Des parents parlent de leur difficulté à se reconnaître dans l'enfant quand il présente de tels comportements. Certains parlent de malaise, même de honte à être le parent de l'enfant. Une mère dit « Je me cacherais pour dire que c'est pas mon fils quand il fait des affaires de même. » En même temps, ils partagent aussi qu'être parent est associé à la fierté de prendre soin de cet enfant-là et de constater son évolution. Les parents expriment que l'enfant fait partie de la famille. Pour développer le sentiment d'appartenance quand l'enfant est jeune, il y en a certains qui se racontent l'histoire de la famille de l'enfant. D'autres ont le sentiment que l'enfant n'agit pas en adéquation avec leurs propres valeurs et ils trouvent ça confrontant dans leur désir de transmission. Ils trouvent ça difficile parce qu'ils veulent que l'enfant soit complètement intégré à la famille. Dans cette difficulté de transmission de valeurs, des parents parlent du fait de ressentir que l'enfant a une autre branche malgré tout. Un père exprime la grande tristesse qu'il ressent à l'idée que sa fille ne veut pas se sentir partie prenante de sa famille. Comme cet enfant-là n'a jamais été adopté, lui aurait souhaité le faire par le passé, mais il sentait que ça aurait été comme un affront pour elle, puis finalement elle est retournée avec ses parents d'origine. Plusieurs motivations sont présentes au moment de l'adoption, mais celle qui ne fait pas exception dans le discours de chacun, c'est le désir d'aimer. Ils vont dire des choses comme « C'est le plus grand amour de ma vie. J'ai un amour profond, inconditionnel que je ne connaissais pas avant d'avoir mes enfants. » Et c'est aussi un amour partagé. Certains des parents disent ressentir l'amour que l'enfant a pour eux et croient que l'enfant le ressent aussi. Un amour indéfectible de part et d'autre.
Par contre, des parents amènent l'idée que l'amour et les bons soins ne suffisent pas dans les cas des enfants dont il est question dans cette thèse. L'amour ne guérit pas tout. Et pour eux, c'est une fausse croyance, un mythe par rapport à l'adoption qui engendre beaucoup de culpabilité chez les parents. Une des particularités de l'expérience des parents adoptifs banque mixte qui vivent des agressions de la part de leur enfant réside dans cette relation ambivalente qu'ils vivent avec lui comme avec eux-mêmes. D'abord, il est important de comprendre que la relation avec l'enfant dont ils m'ont parlé en est une en dents de scie, qui oscille entre beaucoup de joie et énormément de perplexité, de détresse et de perte de sens. En effet, ils peuvent reconnaître l'évolution de la relation, la croissance de celle-ci, tout en ayant l'impression qu'elle est parfois très peu visible quand les comportements agressifs reviennent. Comme si, en fait, ils faisaient 3 pas en avant et 2 pas en arrière dans un même élan. C'est pourquoi j'ai eu envie de l'illustrer par un jeu de serpents et échelles qui a beaucoup plus de serpents que d'échelles. Les parents avancent très lentement dans la relation avec quelques courtes échelles, mais de nombreux serpents leur donnant l'impression qu'ils reculent plus qu'ils n'avancent, même s'ils voient les avancements et les chérissent. Et ils continuent d'avancer. Quand il est question de relation, les réponses des participants allaient dans tous les sens. C'est-à-dire que les parents présentaient des émotions qui basculaient toujours entre deux pôles opposés. La joie, la colère, l'espoir, le désespoir, le plaisir, le déplaisir, la satisfaction, l'insatisfaction, la confiance, la méfiance, la réciprocité et le sens unique, etc. C'est pourquoi les résultats qui suivent seront présentés comme ils sont vécus, c'est-à-dire un mélange aigre-doux d'amour-haine, laissant les parents face à une relation ambivalente où se construit un mal à aimer. Donc, je vous fais entendre ici une participante. Autant qu'il me fait chier qu'autant que je l'aime. Puis je peux pas y en vouloir, il est comme ça. Il a son vécu, puis ça l'a amené à devenir comme ça. Est-ce que j'aimerais que ça change? Ah, oui. Mais tu sais, même à l'école, ils disent quand mon fils est attentif, quand il est disponible, puis quand il n'y a pas d'agressivité, wow! Fait que je me dis, hey, un jour, si on arrive à essayer de canaliser tout ça, peut-être qu'on va arriver à faire des petits miracles quand même. Donc, cet extrait contient exactement ce qui ressort du discours. Il l'aime, il les fait suer, son histoire n'est pas simple, ils sont empathiques, et l'espoir que si on arrive à l'aider, ça va peut-être faire un miracle. Certains parents, malgré leur motivation initiale d'aimer l'enfant, expriment aujourd'hui après avoir vécu tous ces épisodes d'agression, avoir plus de mal à ressentir cette émotion envers lui ou se questionnent à savoir s'ils l'aiment vraiment. Parler de cette difficulté à aimer fait vivre beaucoup d'émotions aux parents. La honte, la culpabilité, la fragilité. Ils se disent que c'est pas quelque chose qu'ils devraient ressentir. Certains des parents ayant d'autres enfants, biologiques ou adoptifs, expriment que cette dure relation n'est pas comparable à celle avec les autres. Les parents expriment qu'ils savaient que l'enfant testerait leurs limites, ils s'y attendaient. Par contre, ils ne s'attendaient pas à ce que la relation soit à ce point-là constamment sur la corde raide. Une mère l'exprime en disant que n'avoir pas anticipé comment ça l'affecterait au niveau de ses limites et de ses réactions par rapport à ça. Elle ne pensait pas que ça viendrait autant influencer son regard ou son amour pour elle, l'enfant en question. Malgré cette lutte intérieure entre leur compréhension des comportements et leur empathie envers lui, ils souhaitent que l'enfant comprenne qu'il est aimé et qu'il cesse de les tester. Certains parents comparent leur expérience à celle de leurs amis qui sont parents et réalisent combien leur expérience est différente. Moins de démonstrations gratuites d'amour, de proximité affective, de réciprocité dans les échanges. Tous ces exemples démontrent combien le quotidien de ces parents est parsemé d'émotions diverses et opposées, de malaise et de souffrance, affectant directement le lien qu'ils ressentent pour l'enfant. La confiance est un thème qui ressort beaucoup du discours des parents. D'abord, durant les entretiens, plusieurs parlent de leur grande difficulté à faire confiance à leur enfant pour toutes sortes de raisons liées à ses comportements, les vols, les mensonges, etc. Mais ensuite, l'idée que l'enfant ne leur fait pas confiance non plus est encore plus soutenue par les parents. Parce qu'ils se disent que s'ils leur faisaient confiance, ils s'abandonneraient à eux, n'auraient pas de tels comportements agressifs. Ils vivent aussi une grande tristesse à l'idée que l'enfant ne leur fait pas confiance. Certains font ce constat difficile que leur enfant n'a pas envers eux cette relation privilégiée d'être celui sur lequel il peut se déposer, se sécuriser, se référer, même si ça arrive quand même par moments.
Et quand ces moments passent, ils en profitent. Comme cette mère d'un ado qui exprime sa joie d'avoir eu une demande de son fils d'aller porter avec elle des CV. Un geste concret qui lui permet de se sentir encore central pour lui, d'être encore un pilier de sa vie. Un geste de mère, mais gratifiant, même s'il est tout simple. Ce qui ressort de l'expérience des parents adoptifs qui vivent des agressions de la part de leur enfant, c'est leur capacité à chercher les moments de joie, de satisfaction dans la relation, dans leur rôle de parent, malgré tous les moments négatifs avec l'enfant. Comme le dit un père, il s'appuie sur les beaux moments qui sont présents, qui sont là, et il dit qu'il faut toujours se rappeler qu'ils sont là. Ils saisissent cette momentanéité, ces instants ponctuels de connexion qui leur permettent de cultiver l'espoir. Ils parlent de plaisir dans le jeu ou le bricolage, dans les échanges, dans les discussions, les interactions positives, les rigolades. Ils expriment du plaisir à les regarder se développer, apprendre, à découvrir leurs intérêts, et ils disent se centrer sur ces intérêts pour vivre des expériences positives ensemble. Ils ajoutent l'importance pour eux d'être présentes pour l'enfant, présent et présente. Certaines mères ne veulent pas que les difficultés vécues n'effacent tout le reste, les moments riches, de partage, de famille, qui ont amené du positif à leur relation. Les moments de douceur, de routine ensemble leur permettent de grandir comme humains, de se découvrir comme personnes. Et ce positif-là donne du sens à la relation. En même temps, même si tous les parents peuvent nommer au moins une satisfaction dans leur rôle parental, ils ont également partagé vivre de l'insatisfaction dans leur relation avec lui. En effet, plusieurs parlent de ces efforts déployés pour obtenir un sentiment d'échange avec l'enfant, mais se heurtent à une absence de réciprocité. Ou encore, ils parlent des efforts prodigués pour soutenir l'enfant, efforts qui prennent souvent plus de place que ces petites parcelles de joie, ce qui entraîne une forme de déséquilibre dans la relation. Certains disent qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour s'épanouir dans leur rôle dans la relation. Être affecté quotidiennement sur le long cours par l'agression d'un enfant n'est pas sans toucher fortement la vision du monde du parent, comment il se perçoit, comment il perçoit l'expérience de son enfant, la sienne et le monde. Plusieurs parents expriment ressentir de la tristesse pour différentes choses. D'abord, en imaginant à quel point leur enfant souffre. Ils expriment beaucoup d'empathie envers l'expérience de l'enfant qui doit être bien difficile pour en venir à se comporter comme ça. Plusieurs des parents expriment une grande tristesse vis-à-vis l'injustice vécue par leurs enfants, d'avoir été mis dès leur naissance dans des contextes qui les ont blessés et de n'avoir pas réussi à faire en sorte qu'ils s'en portent mieux, malgré toute leur bonne volonté. Certains ont le sentiment que c'est l'enfant qui paye en bout de ligne. D'autres pleurent parce qu'eux-mêmes souffrent des coups, des cris, des insultes, de ne pas comprendre et de ne pas être compris. Mais c'est quand on parle de ce que représente être parent pour eux que la tristesse se manifeste le plus. L'une d'elles doute que la tristesse la quittera un jour. La tristesse accompagne tous les deuils qui vont être abordés par la suite. Il est impossible de parler de cette expérience parentale sans aborder les multiples deuils que les parents ont exprimés et vivent. C'est pour ça qu'il y a un grand S ici. Il y a le deuil de l'enfant autonome, celui qu'on rêvait de voir grandir dans la joie et celui qu'on compare à ceux des autres. En fait, il pourrait s'agir du deuil de ne pas avoir réussi à amener l'enfant à l'autonomie là où le parent l'aurait souhaité. C'est un deuil important lié à leur rôle de parent, à leur sentiment de l'avoir bien accompli. Ils expriment tout de même des attentes réalistes concernant les capacités de l'enfant en employant des termes comme handicap invisible, limite, tout en souhaitant les pousser le plus loin possible. Le deuil de certains parents est aussi de constater qu'à cause des comportements agressifs et des enjeux relationnels, l'enfant n'atteindra pas son développement maximum parce que ça l'a affecté sa vie scolaire, sociale et familiale. Les parents expriment aussi une tristesse et une déception devant le peu de réalisation personnelle de l'enfant. Il y a une mère qui dit « Je trouve ça dur d'être déçue ». Elle dit qu'on parle tout le temps de la fierté parentale parce qu'on cherche toujours à être fier de nos enfants, de leurs accomplissements, de ce qu'ils vivent. Et quand ça ne se présente pas, ou peu, c'est décevant. Et c'est un apprentissage à faire de ne pas être fier. Elle me dit « C'est pas grave de ne pas prendre en photo mon enfant à son bal des finissants. C'est pas grave qu'il réussisse pas son DES. C'est pas grave qu'il n'y ait pas de tournoi de volleyball ou qu'il ne joue pas d'un instrument de musique comme les enfants de mes amis. »
Les parents parlent aussi du deuil du parent qu'ils auraient voulu être et qu'ils ne peuvent pas être, à cause de leurs limites, de leur épuisement, du fait que parfois faire des activités qui pouvaient auparavant les intéresser ne les intéressent plus, ou bien qu'ils ne désirent pas être en présence de l'enfant parce que c'est trop stressant. Certains disent être déçus d'eux-mêmes, de ce qu'ils font vivre à l'enfant, qui n'est pas comme ils s'étaient rêvé eux-mêmes. Le fait de devoir être plus souvent intervenant que parent fait aussi partie de ce deuil. Et on parlait aussi du deuil des amis, des relations qui se sont éloignées parce que ces personnes n'approuvaient pas les comportements de l'enfant ou les interventions du parent. Et on parlait du deuil lié à l'idée de devoir se séparer d'animaux que l'enfant martyrise, de la carrière rêvée ou de leur propre sentiment de compétence dans leur travail parce qu'il est affecté par cette situation qui les envahit. Enfin, ils ont parlé aussi du deuil ambigu de la relation, d'un avenir avec l'enfant dont parlent les parents de jeunes adultes. Écoutons ici une mère parler de son rêve de famille qui est inscrit dans la douceur, le nous auquel elle doit renoncer. J'avais envie d'être nous avec quelqu'un. C'est quelque chose que j'ai pas beaucoup senti dans ma vie. Mais pour moi, ce cocon-là, c'est un endroit de douceur. Puis c'est parfois vrai, mais c'est souvent pas vrai. Puis des fois, quand ça devient pas vrai, c'est comme plus... Tu sais, en ce moment, elle est très bête avec moi, elle est hostile. Je trouve ça dur. Fait que c'est le deuil de ça, de cette douceur-là, que j'associe à ce nous-là. Mais tu sais, le deuil qui est au cœur de ma relation avec ma fille, je pense que c'est vraiment ça. Plus d'un parent emploie le mot misère ou misérable pour parler de leur vie. C'est pourquoi j'ai nommé le deuil de la vie rêvée une vie misérable. On parle du deuil d'une vie normale. Par exemple, une mère dit: moi, j'aimerais ça pouvoir aller à l'épicerie juste pour acheter un citron comme la mère que je viens de voir rentrer avec sa fille à l'épicerie. Mais je peux pas le faire parce que mon enfant va garrocher ses bottes partout. Donc, elle envisage déjà une crise qui va être possible, ce qui fait qu'ils vont laisser tomber des activités banales. Il parle de renoncement et contrainte, ce qui rend difficile toute forme de spontanéité. Tout doit être planifié. Par exemple, une mère dit: ah, c'est le temps de faire les choix de camp de jour pour l'été. Mais là, ma fille, elle va bien. Mais si cet été, elle va pas bien, je vais regretter de l'avoir inscrite dans un camp d'été spécialisé parce que là, elle serait mieux au camp d'été de la ville avec un intervenant en 1 pour 1. Donc, c'est difficile de faire un choix maintenant pour quelque chose qui va se passer dans 6 mois. La même chose, elle parlait de ses vacances en disant: j'ai eu l'idée d'aller passer des vacances aux îles de la Madeleine, mais elle s'est rendue compte que ça générait beaucoup d'anxiété après parce qu'elle dit: s'il faut que ma fille fasse une crise puis qu'on manque le traversier, ben nos vacances tombent à l'eau. Donc, c'est des situations qui sont vraiment difficiles et ça vous montre comment dans le quotidien, il faut toujours gager avec comment l'enfant va se comporter. Des parents déplorent combien leur vie est tout entière orientée vers l'enfant et ses besoins, et ce depuis de nombreuses années. L'obligation de mettre des routines, même si c'est contraire à leur naturel. L'impossibilité de prendre des vacances pour être disponible durant les visites en centre d'accueil ou présent si l'enfant revient d'une fugue. Ne plus pouvoir s'engager envers des amis par peur de devoir annuler. Une mère se questionne si elle n'est pas condamnée à ne plus avoir de vie de couple parce que son enfant est en réaction envers son conjoint. Faire sens d'une telle histoire, plusieurs parents ont du mal à y arriver. Ils expriment à quel point toute cette violence vécue prend énormément de place dans leur vie et il leur est difficile de comprendre pourquoi ils la vivent et pourquoi ils se réalisent si peu dans leur rôle parental. Une mère expose la peine et la déception qu'elle ressent quand elle réfléchit à sa vie actuelle avec sa fille. Quand arrivent les crises, elle dévoile ressentir comme une absence de sens à tout ça et beaucoup, beaucoup de vide. Elle se demande qu'est-ce qu'on bâtit présentement. Et après ça, elle me dit qu'elle se sent désespérée quand ça arrive, juste après m'avoir dit un peu plus tôt qu'elle gardait espoir. Donc, ça vous montre comment le parent balance entre deux états très souvent. Ils n'en voient plus le bout et expriment qu'ils auraient souhaité savoir combien de temps serait nécessaire pour que l'enfant puisse guérir de ses traumas, savoir s'il y aurait une fin, un apaisement possible. Ils emploient des expressions comme: on va finir par trouver quelque chose qui va marcher, ça va finir, ça va pas être ça notre vie. Des parents expriment aussi combien c'est difficile pour eux d'accepter que c'est ça leur vie et de perdre le contrôle sur leur propre existence. Une mère l'illustre en disant que c'est comme une barre de savon qui lui glisse des doigts, parce qu'elle veut trouver une solution, mais elle se dit qu'il n'y en a peut-être pas. Et elle se dit que peut-être que c'est juste ça qu'il faut faire, le vivre, puis c'est tout.
Plusieurs parents luttent ainsi jusqu'au moment où ils se disent que oui, c'est ça leur vie, c'est comme ça. Malgré le sentiment que la vie qu'ils mènent n'est pas celle qu'ils auraient choisie, ils se disent qu'elle est celle qu'ils doivent assumer. Un constat bien difficile à faire pour nombreux d'entre eux qui expriment une forme de résignation. Peut-être qu'il n'y aura pas de fin, qu'ils devront toujours continuer comme ça. Certains expriment avoir, comme l'a dit un parent, gâché leur vie entre guillemets pour un enfant qui les agresse et c'est ça qui les empêche de s'épanouir eux-mêmes. Des mots difficiles à prononcer, mais qui viennent dans les moments les plus ardus du quotidien, avec plusieurs remises en question. Questionner les choix qu'ils ont faits et ceux qu'ils feraient si c'était à refaire, réfléchir à ce qu'aurait pu être leur vie et pourquoi ils vivent celle-là, mettent à jour des émotions difficiles à admettre. L'une d'entre eux confie avoir parfois l'espèce d'émotion de vraiment avoir pris une mauvaise décision en adoptant, comme si cette décision faisait en sorte qu'elle était condamnée à ne pas avoir la vie qu'elle souhaitait. Des parents se sentent malheureux dans leur rôle de parents et se questionnent sur ce que serait leur vie sans l'enfant ou encore s'ils le referaient. Ils expriment des questions comme pourquoi j'ai adopté, pourquoi c'est ma fille, mon fils, qu'est-ce que serait ma vie sans elle, sans lui. Un père m'explique ici pourquoi si c'était à refaire, il ne le referait pas. Ben, c'est douloureux. La vie est courte. Je suis peut-être un peu idéaliste, mais est-ce qu'on est obligé de vivre toute cette misère? C'est... Un autre père pense que s'il se retrouvait devant sa petite fille blonde aux yeux bleus qui ressemble à son autre fille puis à sa femme, il le referait encore parce qu'il se dit je saurais pas plus aujourd'hui c'est quoi comment ça se terminerait que je pouvais le savoir il y a toutes ces années-là. Ceux qui présentent le plus d'hésitation ou de réflexion à savoir s'ils le referaient sont les parents d'enfants qui sont adolescents, dont 3 sur 5 ont été placés. Ceux qui cohabitent toujours avec leur enfant qui n'est pas adolescent demeurent en recherche de solutions. Un des critères de recherche demandait que le parent ait envisagé le placement, qu'il soit réalisé ou non. Aborder ce thème, ce que le placement représente pour eux, les raisons, les impacts, les peurs, les visites, la place qu'ils ont eue dans l'expérience et comment ils nomment le placement, a généré énormément d'émotions chez les parents. Donc, l'échantillon des parents pourrait être ici séparé en 3. Il y a ceux pour qui l'enfant a été placé, ceux qui l'envisagent, donc on parle ici de 5 enfants, et ceux qui sont encore dans le processus banque mixte et hésitent à adopter l'enfant à cause des comportements agressifs et du peu de soutien qu'ils disposent, ou parce que la DPJ souhaite demeurer active dans le dossier à cause des grandes difficultés. Une partie de ces parents, en fait, tous ceux des enfants en bas de 10 ans, présentent encore un sentiment de pouvoir agir sur la situation. Mais on va parler des parents dont l'enfant n'est pas placé, donc de ceux-ci. Quand les parents qui cohabitent avec leur enfant abordent le fait d'envisager le placement, leur discours chevauche à la fois l'idée qu'ils y pensent, tout en se sentant incapables de passer réellement à l'acte. Comme si c'est une réalité possible, mais chez les autres. Ils la conçoivent, mais pas pour eux. En même temps, ils gardent cette option ouverte. Ils s'interrogent à savoir comment on va savoir que quelque chose doit changer, qu'on doit demander un placement pour l'enfant, que la situation est trop critique, trop dangereuse. Ils savent que personne ne peut leur dire. Et en attendant, ils se disent « Ben, débrouille-toi jusqu'au jour où t'en peux plus ». Une mère me dit avoir besoin d'être capable d'envisager que peut-être la situation ne va jamais changer, qu'elle n'y arrivera pas et qu'elle devra placer son enfant. Elle dit avoir besoin de l'envisager parce que sinon, ça génère plus d'anxiété de se faire croire que l'enfant va changer. Car même si elle reconnaît l'évolution chez sa fille, les bleus ne diminuent pas pour autant sur ses bras. Pour plusieurs de ses parents, placer l'enfant serait comme admettre qu'ils n'ont pas réussi à jouer leur rôle de parents adéquatement. Pour tous les parents, il semble y avoir une grande différence entre le fait de placer un enfant biologique et un enfant adopté. Plusieurs ont exprimé que la question serait bien différente si l'enfant n'avait pas déjà vécu un ou des abandons préalables. Ce motif à lui seul est un frein réel pour les parents qui cohabitent toujours avec l'enfant. Et il est un motif de tristesse et de culpabilité chez ceux qui ont vécu le placement. Non seulement les parents ne veulent pas que l'enfant revive un nouvel abandon et souffre à cause d'eux, mais ils luttent aussi intérieurement vis-à-vis du sentiment de rendre les armes en plaçant l'enfant,
de cesser de se battre pour lui. Une mère confie qu'elle se sentirait dédouanée si la DPJ prenait la décision de placer l'enfant parce qu'elle serait dégagée de la responsabilité de la décision. Quand il parle de durée de placement, tous les parents ont envisagé d'abord le placement comme un répit temporaire. Ils n'ont pas envisagé qu'il soit jusqu'à la majorité de l'enfant. Ils espéraient tous un retour à la maison, qui, quand il y a eu lieu, pour des courtes périodes, n'a pas eu les résultats escomptés. Les parents abordent aussi le sens qu'ils trouvent au placement. L'idée que le quotidien ensemble ne serait plus vivable revient dans beaucoup de discours, mais il est différent chez les parents de jeunes enfants que chez les parents d'adolescents. Chez ces derniers, la question semble moins hypothétique, mais plutôt dans un besoin réel de trouver une solution viable pour tous. Ce qui ressort du discours des parents qui ont expérimenté le placement, c'est que ce dernier est pris comme une mesure de protection pour eux-mêmes. Certains ont demandé sans succès le placement à la DPJ à cause de leur peur constante face au comportement de l'enfant. Et ils ont eu le sentiment que leur propre sécurité n'était pas importante aux yeux de la DPJ parce que l'enfant, elle, était en sécurité dans leur maison. Certains ont eu le sentiment que la DPJ ne semblait pas admettre que l'enfant soit si agressif. Comme ils ont fait appel régulièrement aux policiers à cause des actes criminels de l'enfant, ça a pris une menace de mort face à une élève de son école pour que l'enfant soit finalement placé. Et la deuxième fois où elle a été réadmise, elle avait fugué et avait été retrouvée par les policiers chez un proxénète. Les parents entrevoient aussi le placement comme une mesure de protection pour l'enfant, ne souhaitant pas retourner leur colère contre lui ou craignant de le blesser lors d'une intervention. On va écouter une mère ici. Oups, pardon. On dirait qu'elle ne veut pas le faire. C'est sûr que tu peux pas t'empêcher à un moment donné de le voir comme un échec. C'est la protection de la jeunesse qui te le compte. Pas le bon. Attendez. On a eu peur de le blesser. Mon chum, à un moment donné, quand à force de le contenir dans ses gestes, il est revenu dans la chambre et il a dit je peux plus faire ça, je veux plus faire ça, parce que je vais finir par le blesser. Je vais aller trop loin, j'en peux plus, j'en peux plus. Et il était à bout, là, il était, tu sais, toi aussi, tu la vis, la violence. Je vais finir par lui faire mal pour voler. Puis je veux pas aller là. Ça va être trop dangereux. Je voyais pas comment on allait se relever de ça. Je voyais plus comment j'étais capable de continuer ma vie. Les parents dont l'enfant n'est pas placé continuent à rechercher de l'aide afin d'éviter que la DPJ ne vienne leur retirer l'enfant pour la même raison. Ils ont du mal à voir comment empêcher l'enfant de leur faire du mal en étant certains de ne pas lui faire mal. Leur plus grande peur est d'avoir adopté un enfant de la DPJ et qu'il y retourne parce qu'il lui aurait fait mal en se protégeant ou que l'enfant les aurait blessés trop gravement. Le placement est aussi vu comme une manière d'offrir des soins que la famille ne peut pas offrir. Demander le placement est assez difficile. Des parents qui l'ont fait ont eu le sentiment que leurs compétences parentales étaient remises en question. Certains ont dit avoir été considérés comme des parents négligents. Ils se sont fait menacer de retirer l'enfant pour l'envoyer en famille d'accueil sous prétexte qu'ils n'exerçaient pas bien leur rôle de parents. Pourtant, leur besoin en demandant le placement de l'enfant n'était pas de l'éloigner d'eux, de le laisser tomber, mais plutôt de lui donner les soins qu'ils n'arrivaient pas à lui donner dans la famille. C'était une demande de réadaptation, de soins spécialisés pour répondre aux réels besoins de l'enfant. Pour un autre couple, la demande de placement est venue quand ils ont eu le sentiment d'avoir épuisé toutes leurs ressources. Et c'est cette optique de recherche de soins pour lui qui permet à la mère de faire du sens du placement. Pour le père, tout s'est passé trop vite. Il n'était pas prêt à accepter le fait que son fils n'habite plus avec eux, et ce, même si l'éventualité du placement avait été évoquée entre sa femme, leur intervenante, et lui. Il a le sentiment d'avoir abdiqué devant la pression engendrée par la situation. Certains sont encore en processus de guérison, de digestion face au placement. Pardon. Quand on parle des impacts du placement, des parents ont dit avoir retrouvé le sentiment d'être à nouveau chez eux, dans une maison redevenue un lieu de réconfort plutôt qu'une source d'angoisse, avec des relations et un mode de vie plus sain. D'autres ont aussi parlé d'une forme de libération, de grand soulagement, d'une occasion de se reposer afin de reprendre leur rôle la fin de semaine quand l'enfant revenait à la maison. Des parents expriment vivre une grande culpabilité et de la honte vis-à-vis du fait d'avoir dû placer l'enfant.
Une mère raconte combien c'était bizarre de se retrouver du côté du parent dont l'enfant est placé. Elle en avait honte, même si elle avait le sentiment d'avoir donné son maximum et qu'elle savait rationnellement que c'était la bonne décision. Même s'ils savent intérieurement avoir tout donné, même si l'entourage leur confirme aussi, il demeure chez plusieurs une culpabilité, ce sentiment qu'il existe peut-être une faille quelque part dans leur manière d'être parents. Ce discours est encore plus présent chez les parents lorsque leur jeune approche de l'âge adulte. Quand la vie commune cesse, les parents parlent d'échec dans leur rôle parental. Par exemple, des parents relatent avec émotion avoir l'impression d'avoir failli à leur rôle de parent. Quelques parents emploient même l'idée de faillir à leur mission, d'amener le jeune à évoluer vers l'autonomie, vers l'âge adulte. Ou encore, ils parlent de faillir à cette injonction de réussite vis-à-vis de la DPJ qui les a évalués, qui a estimé qu'ils avaient les compétences parentales pour prendre soin d'un enfant comme le leur. Je vous laisse entendre une mère. C'est sûr que tu peux pas t'empêcher à un moment donné de le voir comme un échec. C'est la protection de la jeunesse qui te le confie, puis là, tu le remets à la protection de la jeunesse. C'est un drôle de retour du balancier. Donc, il y a cette idée-là de l'échec qui peut t'habiter. Ça fait mal. Tu as l'impression que tu n'as pas réussi ta mission. C'est là où la culpabilité, pour moi, là, a été forte de dire mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Des parents qui travaillent en relation d'aide se disent qu'avec toutes leurs connaissances, ils devraient savoir quoi faire et ils se questionnent comment ça se fait qu'ils sont rendus là aujourd'hui. Certains des parents qui ont dû placer leur enfant ont l'impression d'avoir passé à travers toutes ces agressions pour rien, parce qu'au bout du compte, ils demeurent avec le sentiment que leurs efforts sont restés vains et que ça leur a nui à eux plutôt qu'à aider l'enfant. Un père partage avoir le sentiment d'avoir fait beaucoup de choses pour son fils, mais rester avec la perception de ne pas avoir pu en profiter. Les parents rapportent des résultats positifs et négatifs en lien avec le placement. Une expérience qui n'est pas entièrement bonne ni mauvaise. Par exemple, une mère croit que l'éloignement physique de son fils a sauvé la famille en permettant d'assainir les liens et en permettant d'avoir des moments heureux ensemble. Mais elle et son conjoint expriment avoir aussi des résultats plus mitigés au niveau de l'évolution de leur fils. Ils se disent inquiets parce que leur fils, à sa sortie de centre d'accueil, n'aura pas de diplôme d'études secondaires, ni d'expertise professionnelle, ni ne sera prêt pour un cheminement autonome. Il arrive à la majorité et il y aura bientôt plus l'encadrement dont il a besoin et il ne le sent pas complètement prêt à se protéger lui-même. Une autre participante, elle a cru que le placement permettrait à sa fille de bâtir une confiance en eux qui ne s'est jamais construite. Particulièrement quand sa fille a réalisé qu'ils avaient perdu tous leurs droits de famille d'accueil banque mixte et même leur rétribution pour elle, mais continuaient à aller la chercher les fins de semaine, à l'amener au restaurant, en vacances, chez le médecin, même s'ils n'avaient plus d'obligation envers elle. À sa sortie, elle est partie vivre chez ses parents d'origine et ne les contacte plus. Tous les parents sont inquiets de l'évolution de la relation en cas de placement. Il ne vit plus dans sa famille et ils veulent rester sa famille. Donc, ils se demandent, est-ce que la famille, elle va encore exister? Est-ce qu'elle est encore légitime? Est-ce que lui, il va encore s'identifier à cette famille-là? Est-ce qu'il les aimera toujours? Les parents dont l'enfant est placé ont tous exprimé combien la cohabitation était devenue impossible. Sur les 3 jeunes placés, il y en a 2 qui ne retournent pas chez leurs parents et la mère de la 3e hésite encore à l'accueillir, sa fille, en fin de placement. Les parents parlent du deuil de vivre avec leur enfant au quotidien, puis le deuil de pouvoir, eux, subvenir aux soins de l'enfant. Ça nécessite pour eux d'accepter de laisser plein de monde entrer dans leur sphère familiale pour que l'enfant reçoive tout ce dont il a besoin. Mais il leur faut redéfinir leur rôle de parents, trouver leur place. Le choc est brutal pour tous les parents quand l'enfant est placé. En effet, ils ont rapidement le sentiment de n'être plus entendus ni considérés, d'entrer dans une grosse machine avec des protocoles où tout le monde a son rôle et ce n'est pas celui qu'ils ont choisi. Ils sont comme de l'autre côté du mur à vouloir lutter pour rester présents. Les parents réclament une place dans la vie de leur enfant, dans les réflexions, dans les décisions, dans les plans d'intervention. Ils se sentent relégués au rôle de celui dont l'enfant est placé et qui ne veut pas s'investir, ce qui rend le travail d'équipe entre la famille et le centre d'accueil difficile. Certains intervenants valident ce besoin et leur laissent la place,
mais d'autres ne lisent pas le dossier de l'enfant, ce qui frustre énormément les parents, comme si tout ce qu'ils avaient mis en place précédemment ne valait rien, et sans considération de ce qu'ils connaissent de l'enfant. Une mère a parlé d'une posture difficile à tenir parce que la DPJ lui demandait de ne pas intervenir sur ce qui arrivait pour l'enfant, de mettre le focus sur le positif uniquement pour que les rencontres se passent bien. Mais de son côté, elle voyait mal comment elle pouvait jouer son rôle éducatif de parent ou comment elle pouvait garder une autorité liée à son rôle de mère si on lui demandait en quelque part d'être l'amie de son enfant lors des visites une fois par semaine. C'est aussi difficile quand les parents et le centre d'accueil n'ont pas la même lecture de la situation et des enjeux à travailler chez l'enfant. Il y a une mère qui dit que les enjeux liés au comportement agressif ne sont pas adressés parce que c'est pas ça que la DPJ trouve essentiel à travailler. Mais l'enfant doit retourner chez elle et elle hésite pour cette raison. Elle ne veut pas que les comportements reprennent. C'est difficile pour les parents de départager comment ils nomment le placement, de comment ils le vivent. Il y a une différence de mots entre ceux qui ont vécu le placement et ceux qui l'envisagent. Certains disent que le placement, c'est un placement tout simplement. Certains des participants qui cohabitent toujours avec l'enfant ont affirmé que le placement serait pour eux un échec. Par exemple, l'un emploie le terme échec suprême, tout en ajoutant que si elle se rendait là, elle aurait certainement évolué quant à cette perception d'échec. L'autre emploie un échec de tous les ordres possibles et imaginables, autant pour les parents, pour l'enfant et pour le système qui aurait pris de mauvaises décisions en plaçant cet enfant en banque mixte. Tandis que les parents qui ont vécu le placement le voient plutôt comme un outil, un moyen. Ils étaient rendus là, comme famille, pour se protéger et pour que tout le monde soit protégé, en fait. Presque tous les parents, pour presque tous les parents, le fait d'envisager le placement ou de l'avoir réalisé n'est aucunement synonyme de fin de l'adoption. Ils expriment que c'est plutôt un échec dans leur rôle de parents ou une insatisfaction envers eux-mêmes, une déception de ne pas avoir pu en faire plus. Comme le dit l'une d'entre elles, ce serait un échec de ne pas avoir réussi à bien sécuriser, à accompagner mon enfant dans ses difficultés. L'issue telle que ses parents la connaissent pour le moment, à savoir la présence toujours active de comportements agressifs, le placement, la fugue ou le retour chez les parents d'origine, apporte son lot de questions. Pourquoi et à cause de qui est-ce arrivé? Les parents questionnent le processus banque mixte, les ratés qui peuvent y être liés, comme les délais trop longs par exemple, ou le manque de services. Ils se questionnent à savoir finalement, est-ce qu'on peut vraiment dire qui en est responsable? Pour les parents, il est faux de penser que la situation a évolué comme elle l'a fait uniquement parce que eux, les parents, n'en ont pas fait assez ou que l'enfant avait trop de difficultés. Pour eux, le manque de ressources scolaires ou dans les services sociaux sont aussi responsables de la situation. Collectivement, on ne les a pas soutenus. Collectivement, on n'a pas fait de place à leur enfant. Donc, je vous laisse entendre un père ici. Au bout de ligne, c'est trop facile de dire, finalement, l'enfant, il a fini là parce qu'il n'y avait rien à faire. J'ai bien de la misère à croire à ça. Il me semble que on aurait pu mieux faire. Je parle pas, quand je dis on aurait pu mieux faire, je parle pas nécessairement juste de moi, là, puis de ma conjointe, puis de mon fils, puis de ma fille. Je parle collectivement, là. Je sais que mon exposé a pu vous sembler très sombre, même si j'ai présenté des éléments positifs que les parents m'ont partagés. Il reste que dans le quotidien, c'est une situation de stress et d'hypervigilance intense qui occupe entièrement les parents. Je vous rappelle de l'importance de parler de cette réalité pour les parents qui la vivent et surtout pour travailler à des solutions. Je vous laisse ici avec un avant-goût des thèmes que je n'ai pas pu aborder ce matin pour vous donner le goût d'en apprendre davantage dans le futur. Ce sont des thèmes qui vont nourrir les réflexions pour les interventions. Il s'agit entre autres de l'engagement parental et du désir de permanence relationnelle des parents qui vont être en lien avec mon cadre conceptuel. Et aussi l'expérience d'être parent d'un enfant qui agresse sous le regard d'autrui et d'un système, des regards jugeants, la honte que les parents peuvent vivre, les services et les soutiens ambivalents, la solitude structurelle et l'isolement relationnel.
ce sera peut-être pour une autre présentation. Donc, merci à tous pour votre présence. Je vous laisse avec mon dicton préféré. Ça prend tout un village pour élever un enfant. Merci. Merci beaucoup, Karine. C'est ouf. Effectivement, je pense que comme tu l'as dit au début, puis comme tu nous l'as répété à la fin, c'est quand même poignant, je pense, là, ce que les parents que tu as rencontrés là, dans le cadre de ta thèse ont pu te partager.